Dans cette vidéo, on va donner un résumé sur les espaces vectoriels normés. Bon, une partie de ce chapitre, bien sûr, on ne va pas résumer tout le chapitre dans une même vidéo. Donc, je vais commencer par la partie des normes. Donc, définir qu'est-ce que ça veut dire une norme. Donc, une norme, c'est une application sur un espace vectoriel à valeur réelle. Donc, E étant un espace vectoriel, un R espace vectoriel ou un C espace vectoriel. Donc, ce sont les cas qu'on traite. Donc, un KEV avec K, c'est R ou C. Donc, une application allant de E vers R, une application, elle n'est pas linéaire ni rien du tout, c'est une application, c'est tout, qui va de E dans R, qui a tout X associe N de X, et qui est positive, donc positive, quel que soit X dans E, donc, et qui vaut 0 en 0 et sauf en 0, c'est-à-dire en 0, elle doit valoir 0 et elle ne doit pas valoir 0 pour n'importe quel autre élément, c'est-à-dire pour x différent de E, n de x différent de 0, n de x doit être strictement positif. Après, elle vérifie aussi la propriété de l'homogénéité, qui veut dire que n lambda x doit être égal valeur absolue ou module de lambda fois n de x, et ça c'est quel que soit x et quel que soit lambda, le scalaire lambda dans K, R ou C. Après aussi, elle doit vérifier l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire que la norme de la somme doit être forcément inférieure à la somme des normes, quels que soient les deux vecteurs que vous prenez dans E. Donc, de cette façon-là, N est appelée norme. Donc, N est une norme sur E si on a ces 4 points. Donc, voilà. Bon, j'ai ajouté ici la positivité. Sinon, on peut écrire que c'est une application de E dans R+, et ne pas mettre cette propriété, mais c'est la même chose. L'essentiel est de faire attention que c'est une application bien définie sur E, et puis qu'elle donne des valeurs positives, bien sûr à valeur réelle, c'est une application bien définie sur E à valeur réelle, qui donne des réels positifs et qui vaut 0 en 0 et sauf en 0, uniquement en 0, et puis qui vérifie l'homogénéité et l'inégalité triangulaire. Donc voilà, vous pouvez tirer des conséquences comme que n de moins x par exemple est égal à n de x. Bon là c'est avec le scalaire moins 1. Aussi vous pouvez voir l'inégalité triangulaire renversée, que la différence entre les deux normes de x et de y est toujours inférieure à la norme de x plus y. Ici, c'est valable aussi lorsque vous écrivez n de x moins y. Donc ça reste inférieur, bien sûr, à la somme des normes. Donc ici, c'est grâce au fait que n de moins y, ça va être égal à n de y. Donc l'inégalité triangulaire peut être écrite sous ces deux formes. Et bien sûr, ici aussi, donc l'inégalité triangulaire renversée peut être avec x plus y ou avec x moins y. Finalement, c'est grâce au fait que n de moins y va être écrit égal n de y. Donc finalement, c'est la même chose. À une norme aussi, on associe ce qu'on appelle distance. Donc, distance associée à une norme, ça c'est la distance associée à la norme n. Si on a une norme n, c'est quoi la distance associée? C'est une application de E croix E à valeur réelle, donc à valeur réelle positive aussi, qui a un couple XY, associe ce qu'on appelle distance entre x et y, et qui n'est autre que norme de x moins y. Finalement, c'est la norme de la différence, comme on mesure la distance entre deux points de R lorsqu'on on calcule tout simplement la valeur absolue de la différence. Donc, et déjà, c'est la distance qui permettra après de définir la convergence d'une suite, etc., de quantifier en fait la distance entre deux points. Donc, à l'aide d'une norme, on va définir ce qu'on appelle distance entre des points de l'espace vectoriel. Donc, aussi, il y a ce qu'on appelle les normes associées à des produits scalaires, à savoir donc une norme associée à un PS, donc à savoir un produit scalaire, c'est une application traditionnellement notée avec cette notation, qui va de E croix E dans R, qui a tout XY associe ce qu'on appelle le produit XY qui est un réel, qui a une valeur réelle, et qui est défini, donc un PS, un produit scalaire sur un REV,
E est une application qui est donc bien sûr sur E croix E, surtout donc c'est une forme bilinéaire, c'est-à-dire linéaire par rapport à chacune des deux variables, symétrique, c'est-à-dire que donc on pourrait pour xy donc associer ou bien le produit xy ou yx, c'est-à-dire qu'ils sont égaux. Le produit xy c'est le même que yx en changeant les places. Donc bilinéaire symétrique, définie positive. Définie positive, ça veut dire que le produit xx est toujours supérieur à 0. Lorsqu'on fait le produit xx, on trouve toujours que c'est égal à 0 et que ce n'est égal à 0 que sauf x égale à 0. Donc le côté défini positif, c'est xx qui est toujours positif et qui est égal à 0 uniquement lorsque x est égal à 0. C'est le produit xx, hein. Je ne parle pas des produits xy qui peuvent s'annuler pour d'autres raisons, mais xx, il est toujours positif et ne vaut 0 que pour x égale à 0. Ça, c'est le défini positif. Vous pouvez consulter la définition du produit scalaire. L'essentiel est que d'un produit scalaire peut découler une norme. C'est l'application qui a x associe xx en racine carrée. Et là, ça, c'est une norme. C'est une norme sur E. C'est une norme sur E. En fait, pour le vérifier, ça découle de la positivité xi de xx, bien sûr avec la racine. Donc, on aurait pu mettre la racine que lorsque ça c'est positif. Et la propriété de la séparation, qu'on appelle la propriété de la séparation, donc elle découle du fait que ça ne vaut 0 que pour x égale à 0. Ça c'est le mot défini. Donc défini positive, c'est pour dire qu'elle est toujours positive et ne vaut 0. Ce xx là ne vaut 0 que pour x égale à 0. Donc ça ne vaut 0 que pour x égale à 0. Et puis lorsqu'on fait entrer lambda, donc il y a lambda ici, qui va sortir en lambda carré. Il est linéaire par rapport à chacune des variables, mais s'il y a une constante ici, une constante avec la deuxième, les deux vont sortir du produit. Donc là, vous allez avoir un lambda carré avec la racine, un module. Donc avec la racine, ça va être valeur absolue de lambda. Et puis, pour l'inégalité triangulaire, en fait, vous allez utiliser ce qu'on appelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz, vérifiée par les produits scalaires. Donc, les produits scalaires, en fait, vérifient toujours cette inégalité. Donc, vérifient que xy, en valeur absolue, le produit scalaire, est toujours inférieur à la racine du produit xx fois la racine du produit yy. Ça, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz vérifiée par les produits scalaires. Et là, c'est avec laquelle on travaille ici en écrivant la racine de x plus y, et puis en factorisant, donc en distribuant à l'aide de la linéarité, la bilinéarité. À l'aide de la symétrie aussi, on va avoir que xy égale à yx. Et finalement, on va majorer à l'aide de ça pour retrouver finalement la norme de x plus norme de y. C'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz vérifiée par les produits scalaires. Donc ça, c'est norme associée à un produit scalaire. Parmi les normes qu'on doit connaître, donc que je vais nommer ici, les normes usuelles, donc les normes qu'on doit connaître. Donc sur un espace vectoriel de dimension finie, donc les normes usuelles. Donc sur un espace vectoriel de dimension finie, E, muni par exemple d'une base B, on va écrire chaque x dans E, ou je vais le noter grand x, comme ça dans E, un vecteur grand x, comme étant x égale des composantes selon la base B. Donc finalement de dimension finie, je vais la noter, je vais noter que dimension de E égale à D. Donc je vais noter D la dimension de E pour pouvoir donner le nombre de composantes. Et là vous allez avoir des x1 jusqu'à xd, des coordonnées réelles ou complexes selon
c'est un espace, un R espace vectoriel ou un C espace vectoriel. Donc, des coordonnées selon la base B, bien sûr, selon la dimension. Et là, vous allez voir votre espace vectoriel E comme étant K croix K croix K des fois, c'est-à-dire c'est un K puissance D, c'est comme K puissance D parce que finalement, chaque vecteur, vous pouvez le représenter par un vecteur, comme ça, par un vecteur ligne qui contient les coordonnées de ce vecteur sur la base considérée sur l'espace vectoriel E. Donc, une fois on a ça, donc des normes usuelles seront bien définies sur cet espace, qui sont la norme 1, usuellement notée norme 1, qui à tout x associe la somme des valeurs absolues ou des modules des composantes, et allant de 1 à d. Ça, c'est une norme sur l'espace E. Une deuxième norme, c'est la norme 2, qui à x associe la somme i allant de 1 à d, donc des modules au carré, le tout avec une racine. Donc cette norme-là est associée au produit scalaire qui n'est autre que donc, le produit scalaire usuel. Donc lorsque vous faites x scalaire y et vous obtenez la norme i allant de 1 à d, la somme plutôt i allant de 1 à d de x, i, y, i. Donc, dans le cas réel, cette norme-là vient de ce produit scalaire qui, à tout x, y, associe la somme des produits des coordonnées sur un espace vectoriel de dimension finie E. Donc, cette norme-là, elle vient de ce produit scalaire, parce que c'est la racine finalement de xx. Donc, une troisième norme, c'est qui à x associe le sup des modules ou des valeurs absolues de ces composantes i allant de 1 à d. Ici, ce sup-là peut être noté comme un maximum parce que finalement, c'est un nombre fini de composantes. Donc, je pourrais dire que c'est le max des valeurs absolues ou des modules des composantes des coordonnées, donc de x1 jusqu'à xd. Ce sont trois normes connues qu'on doit connaître sur un espace vectoriel dimension finie. Sur quelques autres espaces vectoriels qui ne sont pas de dimension finie, des normes usuelles, par exemple sur l'espace des fonctions continues sur un segment à valeur réelle ou complexe, on peut définir les normes suivantes. La norme 1, notée usuellement par la norme 1, c'est la même notation, mais ça ne veut pas dire vraiment la même chose, parce qu'ici, on a changé d'espace. Donc, qui est tout f, ça c'est un espace de fonction, qui a toute fonction f associe son intégrale, l'intégrale en fait de sa valeur absolue ou de son module sur AB. Bon, finalement c'est une fonction continue on pourrait alors intégrer son module entre A et B. Et la norme 2 sur le même espace, notée usuellement comme la norme 2, c'est la racine carrée de l'intégrale de A à B du module au carré. Donc finalement, la définition n'est pas très loin de ça, bien que ça ne soit pas les mêmes trucs, mais c'est analogue, c'est pour ça qu'il y a la même appellation usuelle. Il y a aussi la norme infinie sur l'espace des fonctions bornées. Ça pourrait être aussi ici, parce que les fonctions continues sur un segment seront en particulier bornées. Mais d'une façon plus générale, sur l'espace des fonctions bornées sur un intervalle i à valeur réelle ou complexe, on pourrait définir la norme infinie qui à tout f associe le sup de son module sur l'intervalle i. Bien sûr, parce qu'on a dit borné, donc ce sup existe. En particulier, cette norme-là pourrait être définie sur ce genre d'espace. L'essentiel, que ce soit un espace vectoriel, là où les fonctions sont bornées, pour pouvoir définir une norme comme ça qui prend le sup, la valeur sup. Donc voilà, ça c'est pour les normes usuelles sur quelques espaces usuels, là où on travaille avec ces normes-là qui doivent être connues. Il y a aussi la norme sur un espace produit. Donc, sur un espace produit, usuellement, on travaille avec une norme. Donc, norme sur un espace produit, c'est-à-dire un produit cartésien d'espace vectoriel, un espace produit. Lorsque vous considérez E comme étant donc le produit cartésien de M espace vectoriel, chacun doté d'une norme, donc sur chaque espace il y a une norme, on considère sur E
usuellement, on considère cette norme. On considère sur E, elle n'est pas l'unique, bien sûr, mais on considère usuellement la norme suivante qui a tout x appartenant dans E. Donc, x appartenant dans E, il va être de la forme x1 jusqu'à xm avec chacun de ces... de ces composantes-là est un vecteur. Donc en fait, c'est pas la même, c'est en fait le cas général de ce qu'on a écrit ici, parce qu'ici ce sont des coordonnées numériques selon une base. Mais ici, c'est dans un espace vectoriel. Donc chaque vecteur dans un espace vectoriel, donc ce sont des composantes vectorielles en fait, ce vecteur x, parce que chacun vient d'un espace. Donc le n de x va être le maximum, i allant de 1 à m, des ni xi, donc chacun des vecteurs est mesuré dans son espace, avec sa norme dans son espace, et c'est le maximum donc de ces ni xi qui va être considéré comme la norme de x. Donc ça, c'est la norme usuellement considérée sur un espace produit. Donc ce sont les normes usuellement considérées sur un espace, sur des espaces connus, sur un espace produit. On considère la norme maximum, c'est pas l'unique. On pourrait considérer la somme, ou même on pourrait considérer la somme des carrés toute puissance 1/2, mais usuellement on considère le maximum des nixi sur un espace produit. Donc généralement, donc, ce sont les définitions qui accompagnent la définition des normes. Il y a aussi, lorsqu'on définit une norme, on va définir avec donc la notion de bornitude, la notion de boule. Donc qu'est-ce que ça veut dire boule? Une boule, donc les boules donc fermées ou ouvertes, donc une boule ouverte de centre A de rayon R strictement positif bien sûr, n'est autre que, donc A est un vecteur de E, R est un réel strictement positif pour définir une boule, n'est autre que les éléments de E tels que la distance qui les sépare de A est inférieure strictement donc à R. Finalement, cette distance-là, c'est-à-dire c'est norme x moins a ou a moins x, c'est la même chose. Donc, telle que la norme est inférieure à R. Donc, lorsque vous avez un espace vectoriel muni d'une norme, c'est-à-dire un espace vectoriel normé, donc sur E avec une norme. Et là, on va définir les boules. Donc, une fois on a un espace vectoriel normé, on définit ce qu'on appelle boule. Donc, les boules, c'est ça la boule ouverte. Boule fermée, qu'on peut noter BF ou B bar. Bar ici, c'est pas pour dire, c'est pas pour les complémentaires, c'est pas pour le complémentaire, en fait, c'est pour les boules fermées. On peut ou bien dire B bar ou bien BF pour dire fermé. De centre A de rayon R, ce sont les X dans E, telles que la même chose, telle que la distance qui les sépare de A est inférieure ou égale à R, elle peut être égale. Il y a finalement la notion de sphère, centre A de rayon R, et là, ce n'est autre que les x tels que x moins a est égal à R. Donc, c'est exactement la sphère. Si on les dessine, bien sûr, sur R2, avec la norme 2, parce que ça, avec la norme 2 qu'on s'est dessiné, la norme qui donne racine de x carré plus y carré, donc, et les boules auront cette forme-là. Ça, c'est sûr, bien sûr. Donc, une boule ouverte, ça sera juste ce qui est à l'intérieur. Une boule fermée, ça sera le tout le disque. Et puis, la sphère, ça sera juste le cercle ici. Donc, finalement, sur R2, muni de la norme 2. Donc, ici, mon dessin, c'est sur R2, muni de la norme 2. Là, on se rend compte que usuellement, on mesure avec la norme 2. Donc, usuellement, dans la vie courante, on mesure avec la norme 2 qui nous donne donc les mesures entre les points, donc les vraies mesures. Voilà. Donc ça, c'est la notion de boule. La notion de bornitude, quand est-ce qu'on dit donc pour parler de boule, pour parler de la notion de bornitude, on doit avoir déjà un espace vectoriel normé, un espace vectoriel qui est muni d'une norme, pour pouvoir dire voilà une boule. Une boule sans avoir une norme, on ne peut pas définir qu'est-ce que ça veut dire boule dans un espace vectoriel. Donc, dans un espace vectoriel qui n'est pas encore muni d'une norme, on ne peut pas dire une boule. Donc, une boule, c'est par rapport à une norme, c'est-à-dire on doit avoir des distances pour définir les boules. Donc, c'est par rapport à une norme. Donc, bornitude,
A incluse dans E, non vide, on dit que A est borné, une partie A est bornée, si il existe un réel positif tel que, quel que soit x dans A, on doit avoir norme de x est inférieure à m. Donc voilà ici, déjà, on doit avoir un espace muni d'une norme pour parler de la notion de bornitude. On peut dire borné dans un espace vectoriel que si cet espace-là est normé pour parler de la notion de bornitude. Donc finalement, c'est équivalent à dire qu'il existe une boule telle que, une boule B, telle que A est incluse dans cette boule. Donc, une partie est bornée si seulement si elle est incluse dans une boule. Donc, si une partie est incluse dans une boule, alors elle est bornée. C'est-à-dire qu'il existe un réel, tel que quel que soit x dans A, ce x, la norme de x en fait est inférieure à ce réel-là. Donc, on majore les normes pour dire qu'A est borné. Donc, ça c'est pour lorsqu'une fonction est à valeur dans un espace E, on dit que f est borné lorsque les f de x en norme sont inférieurs à un réel m. Aussi, lorsqu'on va parler de suite, on dit qu'une suite bornée, une suite bien sûr dans E, lorsque les un, les termes un en norme sont inférieurs à un réel m. Voilà donc la notion de bornitude. Elle doit être liée à une norme bien sûr. Donc c'est ce qu'il faut en gros savoir sur les normes. Il y a aussi finalement la notion de norme équivalente. Donc ce sont des relations entre les normes. La notion de norme équivalente. Donc, n et n' sont équivalentes sur un même espace E, bien sûr, elles doivent être déjà définies sur le même espace E. Hein. Toutes les deux doivent être des normes. Donc, dès le début, n et n' sont des normes sur E. Les deux sont des normes sur E. Et quand est-ce qu'on dit qu'elles sont équivalentes? N et n' sont dites équivalentes sur E si il existe deux réels, alpha et bêta, strictement positifs, tels que alpha n, strictement positif, ça c'est important. Hein. Ils doivent être les deux strictement positifs. Donc, tel que alpha n inférieur à n', inférieur ou égal à bêta n. Ou le contraire, bien sûr, c'est symétrique. Donc voilà, donc pour dire que vos normes ici sont équivalentes. Alpha et bêta doivent être strictement positifs, ça c'est strictement obligatoire parce qu'ici, si alpha est nul, vous n'allez pas avoir cette estimation ici parce que ça va être supérieur à 0 et ça c'est pas une équivalence. L'équivalence c'est lorsque alpha et bêta sont strictement positifs. En fait, un seul sens comme ça, de cette forme-là, donnera que n' est dominé par n. Un sens comme celui-là donnera que n est dominé par n'. Donc ça c'est un seul sens, une domination, c'est un peu plus faible que l'équivalence. Lorsqu'on a l'équivalence elle vous garantit quoi? Elle vous garantit par exemple pour la bornitude, une partie A, si elle est bornée pour une norme, elle est bornée pour l'autre. Déjà ça donne un truc, l'équivalence sur les boules. Donc si n, par exemple, lorsque vous voyez si n est équivalente à n', c'est-à-dire si on a alpha n inférieur à n' comme ça, inférieur à bêta n, et on va voir, on va un peu étudier les boules. Par exemple, si je considère la boule de centre A de rayon R pour la norme n', par exemple, pour la norme n', je trouve la chose suivante. Si je prends x dans cette boule-là, j'aurai, si je le mesure avec l'autre norme, j'aurai, selon ce que j'ai ici, que c'est inférieur à 1 sur alpha, n' à x, ici c'est x, n' à x, qui lui, le n' à x, parce que x appartient à cette boule avec la norme n'. Donc ici, vous voyez que dans la notation d'une boule, j'ai ajouté la norme. Ici, je pourrais le dire ici, c'est-à-dire qu'on doit... s'il y a des confusions, on doit
on doit noter la norme considérée. Mais sinon, s'il n'y a pas de confusion, c'est-à-dire s'il y a une seule norme dans la situation que je suis en train d'étudier, une seule norme, et là, je ne note pas. Mais lorsqu'ici, je note, je suis en train d'étudier une situation là où il y a deux normes, donc là, je note c'est avec quelle norme je parle. Donc ici, c'est la boule selon la norme N'. Et là, je trouve que le NAX est inférieur à 1 sur alpha N'AX. Le N'AX ici, parce que X vient de cette boule-là, le N'A moins X, je m'excuse bien sûr, le N'A moins X, c'est la distance AX, bien sûr, le N'A moins X est inférieur à, strictement ici parce que j'ai considéré la boule ouverte, à R sur alpha. Donc, j'obtiens que X appartient à la boule, selon la norme N, de centre A de rayon R sur alpha. Et voilà, donc j'obtiens quoi? J'obtiens l'inclusion que la boule centre N' rayon R est incluse dans la boule centre N rayon R sur alpha. Donc ça, c'est une constatation qu'on pourrait voir avec des normes équivalentes. Il y a des inclusions des boules. Il n'y a pas une égalité des boules. Donc en fait, il y a les exemples connus sur R2. Si vous prenez la norme 1, donc les normes usuelles sur R2, et vous dessinez les boules, ici vous trouvez, avec les normes usuelles, par exemple la boule unité, c'est-à-dire de centre 0 de rayon 1, on trouve ça pour la norme 2, on trouve cela pour la norme 1, exactement ça pour la norme 1, et on trouve ça pour la norme infinie. Donc en fait, les boules, en variant les normes, vous voyez, sont très différentes, mais quand même on a ces inclusions-là. Donc voilà, donc là, les deux boules ici, il y a une inclusion. Ici aussi, vous prenez la boule de centre N de rayon AR. Si vous prenez un X dans cette boule-là, de centre A de rayon R, et vous mesurez le N'A-X, vous trouvez, selon ce qui est écrit ici, que c'est inférieur bêta N-A-X. Le N-A-X, lui, est inférieur à R, parce qu'on a dit, donc ça, c'est inférieur à bêta R. Et du coup, X va appartenir à la boule, selon la norme N', de centre A de rayon bêta R. Donc finalement, on n'a que le BN-AR, c'est-à-dire la boule selon la norme N avec AR, est incluse dans la boule selon la norme M' avec rayon bêta R. Donc ici, il y a des inclusions telles que ça avec les boules. Donc, lorsque les normes sont équivalentes. Donc, les boules ne sont pas égales, en fait. Mais ce qui reste ici, et ce qui va être conséquence avec les normes équivalentes, c'est par exemple, jusque-là, c'est la notion par exemple de bornitude. Bien sûr, il y a d'autres notions, donc tout au long du cours, on va avoir beaucoup de notions on a vu beaucoup de notions qui sont les mêmes sous les normes équivalentes. Donc la notion de bornitude, si A est bornée pour une norme, elle va être bornée pour l'autre lorsqu'elles sont équivalentes. Parce que tout simplement, si tu dis que la norme de X est inférieure à M, et il y a une autre norme équivalente, et là, l'autre norme, ça va être inférieur à bêta fois la norme de X, donc inférieur à bêta fois M. Donc finalement, ça va être borné. Donc là, vous aurez qu'une partie bornée reste bornée. Déjà, si vous dites que borné, c'est équivalent à être inclus dans une boule, et là, si elle est inclue dans une boule pour une norme, elle va être inclue dans une autre boule pour l'autre norme, parce qu'on a eu une inclusion des deux côtés, c'est pas la même boule, mais une inclusion des deux côtés entre des boules selon les normes qu'on a considérées. Donc il y a des inclusions entre les boules. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne les normes en général, ce qu'on doit savoir comme des généralités sur les normes.